C'est la télévision du vivre ensemble, votre chaîne de proximité, 24 heures sur 24. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est un moment véritablement spécial que nous assistons depuis 14 heures aujourd'hui. L'Afrique entière et la zone CEMAC en particulier a les yeux tournés vers Yaoundé, véritable point focal de cette réunion extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC. Et le président Paul Biya, président de la conférence, a pris la parole aux encablures de 14h-15h et il s'est livré à un rappel de la situation réelle qui est celle de la sous-région sur le plan sanitaire, sur le plan sécuritaire, sur le plan économique et financier. La situation de la sous-région marquée par cette présence nocive, il faut le dire, de la pandémie de Covid-19 qui impacte véritablement de façon négative toute la dynamique de développement qui est celle de la sous-région Afrique centrale. Il est aussi revenu, le président camerounais Paul Biya, sur le décès du maréchal Idriss Déby Itno, véritable leader de l'intégration sous-régionale, selon les mots du leader camerounais. Paul Biya, président de la conférence, nous l'avons précisé, a aussi parlé des perspectives et a rappelé la présence de certains invités spéciaux, en l'occurrence FMI, Banque mondiale et Banque africaine de développement. Mesdames, Messieurs, à circonstances exceptionnelles, dispositif exceptionnel, Info TV, médias de proximité et médias d'information par excellence, a mis les petits plats dans les grands et convie sur ce plateau la crème de l'intelligence camerounaise pour décrypter, analyser et surtout se projeter sur l'après-conférence de Yaoundé. Et le tout premier que je m'en vais présenter tout de suite ici et maintenant, mesdames, messieurs, c'est l'ex-voix de l'armée camerounaise, aujourd'hui géostratège, aujourd'hui stratège, et avec lui nous allons bien évidemment revenir sur les différents équilibres à enregistrer dans la sous-région. Mesdames, messieurs, c'est un honneur et un plaisir pour moi de dire bonsoir au docteur désormais Didier Badiek sur ce plateau. Bonsoir, toujours très heureux de participer avec vous dans des débats qui sont de très haut niveau de vol. Et je salue comme ça également mon voisin panéliste en attendant que les autres arrivent. Et j'espère que nous allons être capables d'éclairer la gouverne des téléspectateurs. C'est un plaisir de vous recevoir, cher colonel Didier Badiek. Vous êtes un homme d'armes, un homme de communication. Alors, qu'est-ce que vous pouvez retenir selon les informations, les notes qui vous sont parvenues concernant cette réunion extraordinaire de Yaoundé? Oui, avant que l'on passe à une analyse spécifique de cette conférence, il y a eu un communiqué final qui vient d'être lu, que l'on pourra analyser sur certains points. Je pense que de manière globale, il y a une situation de crise qui est due à l'épidémie au Covid-19 et qu'avec les différentes crises sécuritaires, il va falloir baisser la tendance qui a à la baisse de la croissance sous-régionale. Si je pense qu'il a été de bon ton de pouvoir rassembler les chefs de l'État et de voir comment est-ce que non seulement il fallait assurer la soutenabilité de la dette, mais également être capable de continuer à mener une résilience efficiente, n'est-ce pas, de cette région, de cette sous-région Afrique centrale, qui est encore sous le sceau de l'économie rentière, et notamment celle du pétrole, qui aujourd'hui subit un cours très très capricieux et ne permet plus, n'est-ce pas, d'asseoir comme ça une économie qui soit forte. Ainsi, certains pourraient être surpris qu'on ait eu à inviter certains bailleurs de fonds, le FMI, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement. Oui. Mais il faudrait savoir que nous sommes dans un concert internationaliste et qu'il y a des règles et que ce n'est pas nous qui créons la monnaie. Je ne pense pas que le débat aujourd'hui était celui de la monnaie. Je pense que c'était celui de la résilience face à une situation de crise. Merci, docteur Didier Badiek, pour cette première prise de parole. Et je m'en vais ainsi continuer cet exercice de présentation de ceux qui nous accompagnent ce soir. C'est une voix, c'est un visage de l'université camerounaise. C'est un enseignant de premier rang dans notre République, mais aussi un acteur politique de premier choix, doublé d'un expert dans les matières qui sont celles-là de la finance. C'est un honneur et un plaisir pour moi de dire bonsoir au docteur Olivier Billet. Bonsoir à vous, Stéphane Barga. Bonsoir à l'ensemble de vos millions de téléspectateurs. Je saisis cette occasion pour saluer mes copanélistes ici présents et vous dire merci pour l'invitation.
Voilà. Alors, docteur, je précise que vous avez une position bien connue. Vous l'avez souvent exprimée sur la dynamique qui est celle du franc au niveau de la sous-région. Est-ce que, selon les premières informations que vous avez, est-ce que vous avez l'impression qu'on va véritablement sortir des sentiers battus? Alors, je crois que nous sommes très clairement dans ce qu'on peut appeler la routine diplomatique. La routine diplomatique sous-régionale, en réalité. Nous sommes là en présence d'un sommet des chefs d'État de la CEMAC qui, en réalité, s'est passé en visioconférence, mais au fond, c'est un sommet qui vient à la suite de bien d'autres et qui, de mon point de vue, au fond, tout au moins pour toute la littérature qui a été produite autour de ce sommet et ce que nous en avons suivi un tout petit peu cet après-midi, confirme au moins deux choses. Oui. La première chose, c'est que, en réalité, le disque tourne. Voilà, c'est un 33 tours qui tourne et c'est un ronronnement quasiment identique à celui auquel nous sommes habitués depuis tous les sommets précédents, bien évidemment. Bien entendu, il a pour prétexte la conjoncture actuelle qui est celle des crises, au moins des trois crises qui menacent en fait nos pays, à la fois la crise sanitaire liée à Covid-19, oui, mais aussi les crises sécuritaires qui elles-mêmes sont consécutives à ce contexte général, et bien entendu la crise économique qui depuis 2016, en réalité, malmène nos États et ne permet pas à ces économies-là d'avoir une condition meilleure. Donc, il y a cette... je crois ce premier constat qu'il faut faire. Oui. Il faut également faire un deuxième constat qui consiste à observer que il est quand même inhabituel que des organisations du type Banque mondiale, FMI, BAD, etc. participent à ce type de rencontres. C'est quand même des rencontres politiques entre États. Oui. Il me semble qu'il y a là quelque chose qui ressemble à... Enfin, qui me laisse une odeur de, j'ai envie de dire, d'affaiblissement accentué de notre souveraineté sur les questions à la fois politiques et économiques. Et que, voilà, nos besoins en termes d'emprunt, voilà, font de nous désormais des mendiants extraordinaires. Voilà, donc je crois que c'est ça qu'il faut prendre comme constat, parce que, effectivement, le prétexte de Covid-19 et de toutes les crises consécutives fait que nous devenons un peu ces États mendiants qui tendent la sébile quasiment voilà, à longueur d'année. Merci, docteur Olivier Billet, pour cette première prise de parole. La troisième personnalité que je m'en vais présenter ici et maintenant, c'est un homme politique de premier choix dans notre République, le Cameroun. C'est un universitaire enseignant à l'Institut des Relations internationales du Cameroun et surtout et aussi ancien ministre des Relations extérieures au Cameroun. C'est un plaisir pour moi de dire bonsoir au professeur Elvis. Welcome, Excellency. Thank you very much. Merci, Monsieur Barga, et merci pour l'invitation. Je salue la présence de tous les co-panélistes que je connais personnellement et que j'estime beaucoup et que je respecte. Donc, le docteur Olivier Billet, je l'appelle toujours Monsieur le Président. Le docteur Badek, qui vient d'arriver. Donc, moi, je me dis que c'est une bonne chose de partager le plateau et pour moi, c'est un grand plaisir. Alors, professeur, nous avons assisté là à ce qu'on pourrait, selon les termes usagés, parler de rencontres diplomatiques. Nous avons vu plusieurs pays qui ont été rassemblés autour d'une locomotive, le Cameroun en l'occurrence. Est-ce qu'on peut déjà parler de succès diplomatique en l'état des choses? Bien sûr, M. Barga, c'est un grand... La tenue de ces sommets extraordinaires du chef d'État de la CEMAC, c'est une grande victoire diplomatique pour... la politique étrangère du Cameroun et la diplomatie, en particulier la diplomatie du chef de l'État. Parce que, vous savez, la CEMAC est parmi les 6 groupes sous-régionaux qui sont dans le processus de l'intégration sous-régionale.
Oui. Et comme vous le savez, nous, on enseigne dans les relations internationales que pour les États africains, tous les 54 États africains, dans leur politique étrangère, ils partagent les mêmes principes. Parmi ces principes et les mêmes objectifs. Parmi ces principes et parmi ces objectifs sont l'attachement à la logique de l'intégration sous-régionale, qui est une sorte de passage obligé pour arriver à une vraie unité africaine. Donc tous les chefs d'État africains de 54 partagent ce principe et cet objectif de l'intégration sous-régionale. Donc il y a 5 groupes sous-régionaux et la CEMAC fait partie de ces 5. Donc le fait que ce sommet extraordinaire se tient au Cameroun en ce moment, et que c'est le Cameroun qui préside à travers la présidence du chef de l'État camerounais, et que ça se tient au Cameroun, doit vous montrer que le Cameroun a un rôle majeur en tant que locomotive à jouer dans ce processus de l'intégration sous-régionale en Afrique centrale. Et ça montre aussi que pour les 6 États de l'Afrique centrale qui sont dans ce processus de l'intégration sous-régionale, malgré les défis, malgré les challenges, ils n'ont pas de choix. Ils doivent renforcer ce processus, puisque les défis sont tellement caractère économique, les défis économiques, les défis sanitaires, les défis sécuritaires, parfois même les défis d'intégration. Oui. Donc, la présidence du Cameroun et le fait que ça se tienne au Cameroun montre que le Cameroun veut jouer pleinement son rôle de moteur ou locomotive de ce processus, puisque en relations internationales, dans la théorie, tout processus de l'intégration régionale ou sous-régionale ou même internationale a besoin toujours d'un pilote, c'est-à-dire un locomotive, un État, un acteur pilote qui est prêt à se sacrifier, qui est prêt à donner l'orientation, qui est prêt à accueillir et appeler les autres pour qu'ils soient ensemble. Puisque j'ai écouté, j'ai essayé de suivre le discours de clôture du chef de l'État, le président en exercice, et il a souligné le fait que tous les pays de la sous-région ont un attachement à la paix, à la sécurité, à la stabilité de la sous-région. Donc, pour eux, vous savez, en relations internationales, quand on arrive au niveau de la communauté, ça vous dit quoi? Communauté, ça vous dit partage de la sécurité, partage de tous vos soucis, partage de votre avenir, partage de votre destin, donc partage de valeurs. Donc, ils n'ont pas de choix. Ils doivent aller vite, ils doivent même aller plus vite parce que d'autres sous-régions eux aussi, ils partent très vite. Ils partent très vite. Puisque l'objectif, c'est quoi? C'est de faire une sous-région d'Afrique centrale qui est soudée et qui peut résoudre ces problèmes, les problèmes à caractère économique, monétaire, financier, sanitaire, sécuritaire. Puisque ensemble, ils peuvent faire beaucoup de choses. Mais si ils ne sont pas solidaires, ça sera difficile de résoudre leurs problèmes. Merci, professeur Angolais, pour votre présence sur ce plateau spécial dédié à cette réunion extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC. La finance a longtemps été évoquée dans les discussions préliminaires et même lors du communiqué final du président en exercice, le président Paul Biya. Et c'est un devoir pour nous d'avoir un financier de haut vol sur ce plateau. C'est un plaisir aussi de dire bonsoir à Hubert Otélé et Somba, expert financier. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez certainement suivi les premières conclusions en termes de positions financières qui sont celles de la CEMAC. Et qu'est-ce que vous pouvez lire de façon sibylline et même entre lignes pour ce qui est de ce que nous savons déjà? Alors, ce sommet extraordinaire s'inscrit dans une logique normale. Ce matin, si vous regardez les tendances boursières dans le monde, c'était des tendances à la baisse.
Il ne vous a pas échappé que pendant très longtemps, il y a eu une grosse destruction massive de capital, qu'il y a eu récession dans un certain nombre de pays, et cette récession globale nous a également frappé. Les tendances boursières à la baisse aujourd'hui sont dues à l'impact. Les investisseurs ont peur de l'impact du variant Delta. Oui. En Europe, et nous avons vu il y a quelques jours qui a commencé à circuler également dans notre pays, et je pense d'ailleurs que dans le discours du président de la République, il a parlé donc du retard vaccinal que nous avons dans nos pays. Donc les investisseurs, au plan de la finance pure, les investisseurs ont peur de cela, donc il y a une récession, et vous vous est pas échappé que la BEAC avait prévu une croissance dans la zone, en tout cas chez nous au Cameroun, on était parti sur une croissance à peu près en décembre on parlait d'à peu près 2,9%, donc une croissance qui devait revenir. Et puis en avril, on est redescendu, on est passé à 1,9%. Oui. Et là, ces jours-ci, on est à 1,3%. Ce qui veut dire qu'il va falloir prendre des mesures. La finance est au cœur de la bataille économique. La finance est au cœur de la bataille industrielle. La finance est au cœur de l'avancée de l'humanité lorsqu'elle fait face à des situations comme la pandémie du Covid. Et il faut dire qu'un certain nombre d'éléments sur les marchés se sont également effondrés. Nos économies qui sont un peu dépendantes des produits pétroliers, vous avez vu que il y a eu les investissements directs étrangers aujourd'hui ont diminué. Pourquoi? Parce que non seulement il y a l'impact de la pandémie du Covid, oui. Mais également parce que les marchés pétroliers, notamment les cours sur le pétrole, ont également diminué. Les États-Unis viennent d'annoncer il y a quelques jours que leurs réserves ont diminué pas mal. Donc vous avez un certain nombre de conditions qui font en sorte que oui, il faut prendre des mesures financières. Il faut des moyens financiers d'un certain niveau. Vous avez vu l'année dernière que la Fed, la Banque centrale américaine, a injecté beaucoup d'argent dans l'économie américaine pour relancer la consommation. Vous avez vu que la BCE a injecté beaucoup d'argent au niveau des pays de l'Union européenne. La BEAC a aussi un peu soutenu, avec les moyens qui sont les nôtres, la BEAC a un peu soutenu notre économie, mais il faut aller beaucoup plus loin. Et je pense que ce sommet-là, au-delà d'être quelque chose, un ballet diplomatique, vous avez vu que les participants à ce sommet, notamment, c'était quoi? Vous avez les chefs d'État et bien entendu les partenaires multilatéraux, Banque mondiale, FMI, BAD. C'est-à-dire que le cœur du problème, c'est de l'argent. Comment allons-nous avoir la ressource pour financer la récession économique? Merci Hubert Otele Essomba pour votre présence sur ce plateau. Alors je me tourne tout de suite vers le docteur Olivier Billet. Il est clair que la pandémie de Covid-19 a fait chuter les équilibres macroéconomiques et budgétaires de la sous-région. C'est une pandémie qui n'a pas frappé que la sous-région, il faut le préciser aussi. Mais alors, on se pose la question, au vu de la présence de ces invités-là, FMI, Banque mondiale, Banque africaine de développement, est-ce que ce ne sont pas en quelque sorte des gardiens qui sont venus là voir si l'élève CEMAC se comportait bien et essayer de s'en tenir au canevas indiqué? Écoutez, vous savez, moi je crois que bien au-delà des discours policés, des discours diplomatiques qui sont généralement entretenus en pareille circonstance par les spécialistes des relations internationales, comme mon ami aîné, professeur Ngolé, que je salue d'ailleurs, et même, voilà, donc bien au-delà de tous ces discours que nous tenons, je crois que nous avons de très sérieux problèmes. Oui. Nous avons, vous savez, l'intégration régionale en soi est une bonne chose. Les politiques dont je fais partie l'approuvent. Les économistes l'approuvent. Les anthropologues l'approuvent. Il n'y a pas une spécialité dans le domaine des sciences sociales qui n'approuve pas, si vous voulez, l'intégration régionale en tant que phénomène d'agrégation des États, permettant à ces États-là d'avoir, si vous voulez, une plus grande efficacité dans leur fonctionnement au quotidien. Mais, voyez-vous, nous sommes aujourd'hui en situation de vivre cet événement. Alors, vous me posez la question relativement aux institutions financières internationales qui sont très présentes lors de ce sommet. Mais il faut quand même savoir que depuis que la pandémie Covid-19 a éclaté, nous avons été au bord de la dévaluation du franc CFA, par exemple.
Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Nous avons failli nous retrouver en situation de dévaluation du franc CFA. Il a fallu que des mesures robustes soient prises, des mesures structurelles pour revoir le fonctionnement de nos économies et la gestion de notre banque centrale, etc. Donc, mais ces mesures, à l'évidence, ne suffisent toujours pas. Ces mesures ne suffisent pas parce que nos États, aujourd'hui, sont en quelque sorte prisonniers d'un modèle de fonctionnement qui ne leur permet pas de résister, comme les autres nations du monde, à ce contexte de crise mondiale. Oui. Nos pays sont d'une fragilité et d'une faiblesse considérable. Nos économies sont très faibles. Lorsque nous parlons d'intégration, Stéphane Barga, il faut quand même rappeler à vos téléspectateurs que l'intégration économique est un processus qui marche bien et qui marche entre pays qui ont un certain, on va dire, un certain volume critique du point de vue de leurs capacités économiques à la base. C'est-à-dire que vous ne pouvez accomplir valablement une intégration régionale qu'entre des pays qui individuellement sont déjà industrialisés. Il faut rappeler que même l'Union européenne dont on parle tant, qui sert souvent de modèle à nos États, l'Union européenne, au tournant des années après la Deuxième Guerre mondiale, après 1945, lorsqu'il lance le projet de CECA, Communauté économique pour le charbon et l'acier, c'est quand même des pays qui individuellement sont déjà industrialisés, produisent du charbon et de l'acier, sont donc industrialisés véritablement. Mais que pouvez-vous faire, Stéphane Barga, dans un processus d'intégration? Moi, je ne veux pas développer un discours absolument pessimiste, mais je veux quand même attirer l'attention de nos populations en CEMAC pour dire que si vous prenez 0 et que vous additionnez avec 0, ça donne 0 toujours. Et que, à la base, ce que nous devons faire, ce que nous avons l'impérieux devoir de faire, c'est de travailler pour faire en sorte que nos États en CEMAC, et même en Afrique, d'une manière générale, notamment en Afrique francophone, que nos États accèdent à ces niveaux de taille critique, de masse critique et de conditions physiques et économiques permettant véritablement d'accéder à une intégration qui en vaut la peine. J'ai l'impression que, vous savez, la CEMAC est quand même cette organisation qui a fait suite à, qui a été créée suite à l'UDEAC, je crois, monsieur le professeur. Voilà. Donc l'UDEAC, elle-même créée en 1964. Mais regardez un peu la situation exsangue de nos États jusqu'aujourd'hui. Il y a un problème considérable qu'il faut régler à la base. En termes d'indicateurs, est-ce que vous savez, par exemple, que les échanges, le pourcentage des échanges intra-CEMAC représente à peine 3% de l'ensemble des échanges de cette zone-là, avec le reste du monde. Il y a un problème. Je crois que il y a lieu de repenser le processus d'intégration en zone CEMAC en particulier, et même dans ces autres sous-régions d'Afrique, que ce soit en CEDEAO, etc. Nous avons de véritables problèmes. Et je pense que tant que nous n'aurons pas résolu ces problèmes, nous risquons d'avoir des pays qui vont s'affaiblir d'année en année. Nous risquons de nous acheminer inéluctablement vers une dévaluation du franc CFA, vers des mesures d'ajustement structurel continuel avec le FMI, être permanemment sous programme, quoi, je veux dire. Et c'est ça, c'est pas le destin souhaitable d'un pays, je crois. Merci, docteur Billet. Alors, docteur Badjek, je me tourne vers vous. En termes de stratégie, l'urgence d'une intégration véritable se présente. Mais un des aspects aussi qui peut être facteur de cette crise permanente de la sous-région, c'est l'aspect sécuritaire qui a été présenté par le président Biya en reconnaissant le caractère fort de l'ancien leader tchadien Idriss Déby Itno, qu'il a qualifié de véritable garant de cette intégration-là. Et tout de suite, la question se pose. Est-ce que la sécurité n'est pas aussi un élément sur lequel la fragilité de nos économies repose, à partir du moment où les intérêts et les biens ne sont pas protégés et solidifiés? Eh bien, vous savez très bien que le diptyque sécurité-développement est un diptyque qui est extrêmement lié. Je voudrais dire comme ça que, en analysant seulement la situation sécuritaire au Cameroun, qui depuis 2014 subit quand même des conséquences appréciables, non seulement des crises au niveau de l'extrême nord, mais également
au niveau du nord-ouest et du sud-ouest, Oui. eh bien, on peut expliquer comme ça que la crise sanitaire au Covid est juste venue s'ajouter, n'est-ce pas, au lot quotidien des difficultés que ces guerres-là impactent, n'est-ce pas, sur l'économie. Au moins un taux de 1,5 à 2% de la croissance. Vous savez ce que ça coûte aujourd'hui, faire la guerre, la munition, combien elle coûte, l'obus, combien elle coûte. Donc, je veux dire que la sécurité a un impact indéniable sur le développement d'un pays. Et comme ça, par effet gigogne, le fait que le Cameroun, qui est déjà la locomotive de cette CEMAC-là, soit engagé, n'est-ce pas, sur plusieurs fronts, sur le plan sécuritaire, eh bien, cela fait qu'il y ait comme une contamination, une gangrène, n'est-ce pas, qui se répand vers les autres pays qui, eux aussi, ne sont pas en paix, parce que le Tchad, qui est un pays de cette sous-région, est également en guerre dans le cadre des pays de la ligne du front qui font face à la lutte contre Boko Haram. Oui. Il y a la République centrafricaine qui n'est pas aussi en paix, parce que il y a des problèmes dans ce pays avec les rebelles qui veulent à tout prix prendre le pouvoir. Ça fait quand même que nous avons une situation sécuritaire qui est préoccupante au niveau global, en Afrique centrale, au niveau des pays de la CEMAC. Et je pense que ce qui aurait pu être investi pour assurer une économie résiliente est perturbé tout au moins par des fonds qui seront alloués à la sécurité. Alors je pense que la sécurité est déjà le premier enjeu. Et si jamais on ajoute maintenant l'insécurité sanitaire, eh bien on pense qu'aujourd'hui nous sommes en pleine guerre et on ne va que parler de résilience. On ne pourra pas parler de croissance, c'est-à-dire rester au moins dans les NPBA, c'est-à-dire les minimums les plus bas admissibles. Alors, professeur Elvis Ngolengole, il y a un aspect sécuritaire qui est mis en avant pour parler, pour évoquer les manquements qui sont ceux de la CEMAC. Mais est-ce que ce n'est que l'aspect sécuritaire qui est mis en avant, qui fait en sorte que des projets communs comme celui du passeport CEMAC n'arrivent pas à finalement éclore? On a l'impression que les égoïsmes de certains États font à ce que des initiatives communes qui pourraient permettre à ce qui est un plus vaste échange entre les personnes de la sous-région ne prospèrent pas. N'est-ce pas à l'exemple, par exemple, du couple franco-allemand dans l'espace Schengen, qui permet à ce qu'il y ait plus de mouvements des biens et des personnes. Nos égoïsmes en tant que pays, ne font-ils pas reculer ces projets-là? Oui, le docteur Olivier Billet disait quelque chose tout à l'heure là, et je partage ce qu'il disait. Vous savez, il faut qu'on comprenne le contexte et l'environnement dans lequel les indépendances africaines ont eu lieu. À l'avènement de l'indépendance africaine, presque tous les pays africains partageaient les mêmes réalités, le même contexte. Ils étaient pauvres. Les frontières n'étaient pas sécurisées. Donc il y avait déjà des défis de sécurité, comme le docteur Bayek disait tout à l'heure. Et ces défis restent toujours des mêmes. Et donc, ils étaient tous pauvres, ils partageaient la pauvreté. Donc, pour ces pays indépendants, l'objectif principal était pour préserver cette indépendance et pour faire de telle sorte que cette indépendance soit préservée, il devait passer par le processus de l'unité. Oui. Mais, comme vous le savez très bien, il y a eu débat sur quelle forme de l'unité, puisqu'on savait que pour que l'indépendance africaine soit préservée, pour que ça soit ça a de valeur, il faut passer par l'unité de l'Afrique. Oui. Mais le problème c'était quelle forme de l'unité. Donc ils se sont entendus et on est tombé d'accord sur une unité qui va commencer par l'intégration sous-régionale pour les cinq zones
de l'Afrique. On croyait qu'à travers cette indépendance, cette intégration sous-régionale, on va arriver à l'unité du continent. On est toujours là après 60 ans avec tous les défis et tout. Je suis d'accord que pour que l'intégration sous-régionale pour que ça soit fort, bien sûr, comme M. Somba vient de dire, il faut de l'argent. L'argent est la clé, il faut de l'argent. Maintenant, pour trouver de l'argent, soit vous produisez beaucoup de biens et tout. La production, comme vous le savez, dans la plupart des pays africains, la production n'est pas... Le docteur Olivier Biolay vient de dire qu'ils ne sont pas industrialisés, comme c'était le cas en Europe. Donc la production n'est pas au niveau où ils peuvent produire de l'argent. Donc ils doivent aller vers les partenaires comme la Banque mondiale, le FMI ou la BAD. Et l'argent est nécessaire pour tout processus de l'intégration, pour tout processus de développement. À ce niveau, professeur, n'y a-t-il pas unité à ouvrir les frontières, ne serait-ce qu'au niveau de la CEMAC, et permettre un meilleur échange des biens et des personnes? Voilà. Parmi les problèmes, parmi les défis que la CEMAC et d'autres projets comme la CEMAC ont, c'est que non seulement qu'il y a des problèmes internes qui sont politiques, qui fait des problèmes de sécurité, des problèmes de politique interne, mais il y a aussi souvent tous les leaders, parfois, à cause, vous venez de parler de l'ego, parfois on ne sent pas la volonté politique assez suffisante. Donc ce qui fait que pour certains leaders ou certains acteurs, la volonté politique est un peu moins que pour les autres. Monsieur le ministre, vous avez occupé des fonctions importantes dans ce qui est des rapports diplomatiques, ne serait-ce qu'au niveau de la sous-région. Mais comment comprendre qu'à ce niveau, le leadership camerounais ne s'exprime pas plus fortement? Parce qu'à un moment, il faut prendre des décisions. Et nous avons vu des pays voisins qui, hier, avaient de la peine à s'assumer, mais qui aujourd'hui ferment les frontières aux ressortissants de la CEMAC, freinant ainsi toute la dynamique de développement qui est mise en branle comme ça par les leaders de la sous-région. Nous n'allons pas citer ces pays-là, mais nous les connaissons tous. Oui, vous savez, c'est dans un processus tel que l'intégration sous-régionale, on ne peut pas pratiquer, c'est-à-dire, c'est la diplomatie. Il faut toujours être souple, douce, il faut être avec beaucoup de tact, puisque la diplomatie jusqu'à quand existe. Bien sûr. Mais vous savez, puisque sinon, vous savez, dans le monde entier et dans les relations internationales en général, vous savez, tous les États ne sont pas assez... C'est-à-dire que le niveau de la volonté ou bien la conscience, vous savez, ce n'est pas élevé, ce n'est pas, tous les États ne sont pas au même niveau. Bon, pour certains États, il faut toujours essayer de les parler, essayer de faire des concertations. Pour d'autres, ils sont engagés et ils sont donc prêts. Donc, pour le cas de la CEMAC, c'est là où le leader, le locomotive, qui est naturel, puisque le Cameroun, son leadership est naturel. Le Cameroun, c'est le géant. Le Cameroun est dirigé par un leader qui croit en ces processus. Et donc, on n'a pas de choix. Je reste avec vous pour sortir. Vous l'affirmez, le leadership du Cameroun en termes de CEMAC est naturel. Mais beaucoup pensent que ce leadership aussi manque parfois de fermeté et peine sur certains aspects à s'affirmer tout simplement. Vous savez que c'est un processus à la fois diplomatique et donc en diplomatie, vous ne pouvez pas être trop qu'est-ce qu'on va dire, trop fort dans votre manière il faut toujours toujours utiliser le tact et beaucoup de souplesse. Sinon, vous aurez beaucoup de problèmes à réussir. Donc, parfois, c'est la patience. Mais, face aux réalités, donc, on vient de parler, M. Somba et le docteur Olivier Biolay, on n'a pas de choix.
les 6 pays doivent comprendre que ensemble, ils doivent prendre des décisions fortes et de manière solidaire pour aller de l'avant, puisque d'autres sous-régions font pareil. Si vous ne faites pas ça, vous serez en arrière. Et vous ne voulez pas être en arrière parce que vos populations ont besoin des décisions que vous avez prises pour leur bien-être ou bien pour leur mieux-être. Merci, monsieur le ministre. Alors, Hubert Otele-Somba, le ministre a fait un récapitulatif historique. Il a parlé des pays pauvres au départ, à la base. Mais l'un des facteurs, ou alors l'un des instruments qui est décrié par beaucoup d'analystes comme facteur de cette pauvreté-là, c'est le franc CFA en zone CEMAC. Et beaucoup ont spéculé sur peut-être des annonces fortes en termes de franc CFA lors de cette réunion extraordinaire de Yaoundé. Alors, est-ce que vous avez été parmi ceux-là qui pensaient qu'on pouvait avoir des surprises en termes de positionnement vis-à-vis du franc CFA dans la sous-région Afrique centrale? Alors, vous connaissez ma position sur ces débats. C'est un débat technique, c'est pas un débat émotif. Les chefs de l'État ne vont pas se retrouver pour une visioconférence de 3 heures de temps pour décider de la dévaluation du franc CFA de cette manière-là. Parce qu'il faut d'abord regarder la structure de notre économie et puis la conjoncture actuelle. Nous avons besoin de ressources, nous avons besoin d'argent pour pouvoir financer notre économie. Et il ne vous a pas échappé que le Cameroun vient à la fois de faire un eurobond, on peut en discuter des conditions, que le Cameroun vient également d'obtenir un prêt FMI sur les droits de tirage spéciaux, les droits de tirage spéciaux qui sont un instrument du FMI depuis 1969, je pense, sur les réserves de change. Certains les utilisent souvent pour les déficits budgétaires. Nous avons un déficit budgétaire actuellement. Nous avons une balance commerciale qui est déficitaire. Nous avons une balance de paiement ipso facto qui est également déficitaire. Nous avons une primarisation de notre économie à outrance. Le chef de l'État a parlé dans son discours que moi j'ai vu d'ouverture de la nécessité d'industrialiser nos pays. Parce que nous ne participons dans les chaînes de valeur mondiales, nous ne participons même pas pour 1%. Les produits manufacturés ne participent même pas pour 1%. La recherche-développement en Afrique, elle est embryonnaire, elle n'existe pratiquement pas. Donc vous n'avez pas suffisamment d'instruments et vous n'avez pas la connaissance des marchés financiers internationaux, des levées de fonds sur les marchés des capitaux qui font en sorte que, et même notre poids mondial, nous sommes 52 millions, hein. La zone CEMAC, c'est 52 millions d'habitants. 52 millions d'habitants, au niveau de la consommation, il y a beaucoup de pays qui sont beaucoup plus importants encore. C'est pas la population du Nigeria, par exemple? Non, c'est loin d'être la population du Nigeria. donc pour moi, franchement, le problème n'est pas à ce niveau-là. Vous avez, peut-être qu'on va en parler, au niveau de notre budget, de la gestion de notre budget. L'année dernière, je parlais de la nécessité d'une réallocation budgétaire. Vous avez vu qu'il y a eu suspension d'une partie du paiement de la dette. Il y a eu un certain nombre de choses. Il y a absolument la connaissance des marchés pour les fonds de couverture. Il faut mettre en place des fonds de couverture au niveau de la dette. Il faut des produits dérivés qui sont des techniques. Donc, c'est de la technique financière, c'est l'ingénierie financière. Donc, pour moi, la dévaluation n'est pas le problème. C'est d'abord quelle est la structure de notre économie, quelle est la situation macroéconomique. Le sommet avait pour but d'évaluer la situation macroéconomique. On reste sur ça. Moi, je ne fais pas partie de ceux qui font des paris et des spéculations sur des questions techniques. La question est technique, mais cette réalité se pose et beaucoup d'analystes la posent aussi au regard des avancées qui sont perceptibles de l'autre côté, du côté de la CEDEAO par exemple. Là-bas, il y a eu un projet récemment lancé, on a parlé de l'éco et d'une sortie progressive du franc CFA. Ils en sont où? La question n'est pas ils en sont où, mais la question est peut-être au niveau de la prise de conscience. Est-ce que vous avez vu le document de stratégie économique? Alors, vous avez le Nigeria pose des conditions. Est-ce que c'est une monnaie commune? Est-ce que c'est une monnaie unique? Etc. Donc, moi, le problème n'est pas au niveau de la politique monétaire. Parce que si je vous reprends le comité de politique monétaire de la BEAC a maintenu ses taux malgré la situation économique. Le taux directeur de la BEAC, il a combien? 3,25%, je pense. Okay? La plupart des taux. Et nous sommes dans une situation où l'inflation a quand même légèrement augmenté. Oui. Alors, donc, si vous voulez dévaluer, quel est l'objectif de votre dévaluation? L'objectif de votre dévaluation, c'est d'être compétitif.
Je ne vais pas prendre ce débat-là avec le docteur Béa, avec qui nous avons discuté là-dessus. C'est d'être compétitif. C'est pouvoir faire en sorte que vous puissiez vendre plus, vous puissiez mieux exporter. Oui. Or, lorsque vos exportations ne sont basées que sur les matières premières non transformées, je me dis que ce n'est pas là le problème. Le problème aujourd'hui, c'est de dire que nous avons un budget, par exemple, de 4 milliards de francs, 5 milliards à peu près de francs CFA. Sur ce budget-là, est-ce que les charges, quand vous regardez les ressources de l'État, les recettes fiscales, les dons, les emprunts, est-ce que nous avons suffisamment de ressources pour faire à nos engagements? Alors moi, en tant qu'expert financier, je vais regarder d'abord la charge de l'État. La charge de l'État, il faut faire du cost-killing. Nous avons des charges énormes, nous avons des charges somptuaires au niveau du train de vie de notre pays. Et ce n'est pas de critiquer la gouvernance. D'ailleurs, il ne vous a pas échappé que dans le document du président de la République, il a parlé de gouvernance. Mais on voudrait bien savoir, la gouvernance, nous avons bien regardé, peut-être en des termes dévoyés. À quel niveau il parle de gouvernance, monsieur Sommet? Mais la gouvernance, c'est la gestion de la ressource publique. C'est la gestion des fonds publics. C'est notamment l'endettement, un bon endettement, une bonne calcul de dette. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne dette? Une bonne dette, c'est une dette qui donne un rendement supérieur aux intérêts que vous allez payer sur la dette. Alors, si l'on vous suit, ça veut dire que l'endettement qui est celui des pays de la sous-région CEMAC, parfois ne sert pas à grand-chose. Ça veut dire qu'on s'endette, mais en termes de management en interne, il y a mal gouvernance. Mais bien entendu, est-ce que je vais trahir un secret que de dire que souvent notre dette n'est pas une bonne dette? Prenons par exemple la situation actuelle de la CEMAC. La dette de la CEMAC par rapport au PIB est supérieure à 50%. La dette du Cameroun avoisine 50%. Mais vous ne pouvez pas simplement dire, je le dis chaque fois, que le critère de 70% du PIB de soutenabilité n'est pas scientifiquement prouvé. Donc il faut aller regarder d'autres choses, d'autres ratios. Nous avons des ratios comme celui de la dette extérieure. Regardons dans notre niveau de la dette extérieure. Regardons quels sont les risques de notre dette extérieure. Risque de change, risque de taux. Le dernier eurobond, par exemple, nous l'avons pris, il était à près de 10%. On a refinancé 80%. Nous sommes tombés à peu près à 5%. Mais lorsque nous avons pris l'eurobond, s'ils avaient bien travaillé, ils ont fait un swap, c'est un terme technique de finance, c'est-à-dire un changement de taux. Mais ce changement a été basé sur un sous-jacent, qui est le sous-jacent qui était la monnaie. C'est-à-dire que nous sommes partis, nous avons emprunté en dollars, et ensuite donc nous sommes revenus en euros. L'euro étant plus fort, mécaniquement le taux d'intérêt est un peu baissé. Mais aujourd'hui, 5 ans après, on est reparti pour refinancer cet emprunt là. Mais quand nous le refinançons actuellement, vous allez regarder les taux Euribor, les taux d'intérêt sur tous les marchés, sur les zones sont relativement bas. Donc, je veux dire que moi, ma problématique n'est pas aujourd'hui de dire qu'il faut faire de la dévaluation. Pourquoi faire? Quel est l'objectif? Est-ce qu'actuellement nous avons suffisamment de ressources pour financer notre pays? Le colonel a parlé tout à l'heure de la guerre. Ça ne vous échappe pas qu'une bonne partie de la ressource de l'État doit partir à la sécurisation de notre État. Mais une fois de plus, lorsque vous avez parlé de la gouvernance, vous n'allez pas éviter de voir que nous avons un problème avec la gestion de notre ressource, qu'il y a un scandale Covid, qu'il y a un scandale de la Cannes, qu'il y a un scandale qui est en train d'arriver sur le port autonome de Douala, qu'il y a un problème systématiquement avec la gestion de ressources. Et le président de la République le dit. Et ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Donc, si vous regardez bien dans le document, il parle bien de la gouvernance, il parle de l'industrialisation, il parle de la gouvernance, il parle de l'industrialisation, il parle de la réallocation des droits de tirage spéciaux, par exemple des États qui n'en ont pas besoin, parce que l'Afrique, compte tenu du poids de l'Afrique, n'a pas grand-chose. Donc, ne nous trompons surtout pas de débat. Le monde international, il y a des internationaux ici, la finance internationale n'attend pas l'Afrique. Ne croyez pas que vous êtes fort, vous ne l'êtes pas du tout. Il faut travailler sur d'autres choses, sur les avantages comparatifs que vous avez, sur ce que vous pouvez faire. On ne peut pas, et c'est ce que vous allez voir quand vous regardez des économies comme l'économie de la Chine, qui est une économie confucéenne au départ. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord décidé de travailler sur la morale politique. Et ils ont appris pendant un bon moment. C'est un papa. Vous connaissez la monnaie de la Chine? Yuan. Non, la monnaie internationale, c'est renminbi. Et cette monnaie est utilisée sur quel marché international? Dites-moi. Ils ont essayé de faire acheter le pétrole avec leur monnaie. C'est pas passé. Les pétroles sont des marchés à terme. Dites-moi, la monnaie chinoise, c'est laquelle? Vous l'avez vu échanger sur les marchés?
Pas grand-chose. Sur le marché du Forex, le marché de change, il y en a combien? Donc, il faut faire attention sur ce que nous débattons, sur ce que nous disons. Moi, je reste focus. Je pense qu'il faut regarder. Je n'ai pas vu, parce que j'étais encore en route en circulation, la déclaration, le communiqué final. Mais il ne me surprendra absolument pas, le communiqué final. Il faut plus de ressources dans nos États. Et en même temps que vous avez la ressource, vous devez, parallèlement à cela, bien la gérer. D'où le problème de gouvernance. Merci Hubert au télé. Alors, docteur Olivier Billet, la question se pose, mais la question se pose encore plus en termes de souveraineté. Le président Paul Biya, dans son communiqué, si on peut dire introductif, parle du plan d'urgence sous-régional, mais qui malheureusement est financé par la Banque mondiale et le FMI. Pourquoi malheureusement? C'est-à-dire que la sous-région ne parvient pas à s'assumer en cas de drame ou en cas de pandémie comme le Covid-19 tout simplement. Est-ce que vous avez vu le matelas financier de la BEAC? Il est de combien? Mais pourquoi donc se faire soutenir par la Banque mondiale et le FMI, monsieur Somba? Vous voulez faire un financement à long terme alors que vous avez des ressources à court terme? Regardez la structure des banques commerciales de chez nous. C'est pour cela qu'il faut un plus grand engagement, comme Keynes l'a toujours dit, un plus grand engagement de l'État. C'est pourquoi j'ai écrit l'année dernière sur le retour du keynésianisme. Il faut un plus grand engagement de l'État. Le Japon est l'État le plus endetté au monde. Plus de 220% de son PIB. Mais sauf que la dette du Japon est détenue par les nationaux. Il faut que l'État s'engage plus. Il faut que l'État lève les fonds. Je suis pour que l'État lève encore des fonds. Mais pourvu que ce soit destiné vers des projets productifs. Et qu'il y ait une évaluation objective, saine, des fonds que nous prenons. Est-ce que le projet a été réalisé? Il n'est pas normal que vous ayez des projets, une autoroute qui fait 15 ans pour pouvoir exister. C'est pas au président de la République de sortir des tout-dits pour aller gérer ce genre de problème sur le terrain. Alors, la question du leadership politique se pose. Et je me tourne encore vers vous, Olivier Billet. Et la question reste la même. La sous-région se perd petit à petit de sa souveraineté face à ces entités extérieures, Banque mondiale, FMI, Banque africaine de développement. Est-ce que la sous-région n'est pas en capacité, pour parler comme vous, les politiciens, de pouvoir s'assumer elle-même? Écoutez, Stéphane Barga, je crois que Hubert au télé, mon ami Hubert, évidemment, développe un discours technique qui s'accommoderait, je crois, d'un certain type de réalité. Il a raison dans le fond, mais je crois qu'il lui échappe. Il y a un élément qui lui échappe véritablement, oui. Parce qu'il a raison de parler de keynésianisme. Il a raison de parler de financement endogène de l'économie. Il a raison. Mais ce que nous oublions parfois, c'est peut-être le fait qu'on est parfois dans l'analyse, je dirais, des faits de société comme ceci, influencés par nos tropismes professionnels, par nos penchants. Hubert est un financier à la base, c'est un homme de... etc. C'est-à-dire que les déterminants politiques lui échappent complètement. Et au fond, ce qu'il faut dire ici, c'est que il y a des choses qu'Hubert veut réaliser. Ce serait vraiment un expert à mettre à contribution, oui. Mais dans le contexte d'un État affranchi. C'est un terme fort, ça. Oui, mais c'est le terme qu'il faut prononcer de manière claire. Parce que, vous savez, nous faisons souvent... nous sommes toujours là à vouloir jouer au chat et à la souris, mais en réalité, ça nous finit toujours par nous rattraper. Nous voyons parfaitement bien qu'il y a un ensemble de choses que nous ne pouvons pas faire, parce que, précisément, nos États sont encore en situation de captivité. Et cette réalité en zone CEMAC est quelque chose de... Le président ne l'a pas évoqué, bien évidemment, dans son discours. Il se contente de parler de gouvernance, bien sûr. Mais la gouvernance, qui doit l'améliorer? Qui doit accomplir la qualité de cette dépense publique? Si ce n'est son propre gouvernement, lui, dans le cadre... Qui doit y veiller? Qui doit y veiller? Vous savez, moi, j'ai l'impression d'une chose. Nos chefs d'État, d'une manière générale, sont fatigués. Ils m'ont l'air dépassés par les événements. Non, je ne le dis pas de manière provocatrice, je le dis de manière extrêmement sincère. J'ai le sentiment que nous avons besoin dans nos États d'acteurs qui savent exactement où ils veulent aller, comment ils veulent y aller et avec qui ils veulent y aller. Oui. Du point de vue de la vision. Vous savez, vous ne pouvez pas, quand on parle par exemple d'industrialisation,
et d'émancipation d'un État sur le plan économique même, prenons cela. Mais vous allez, alors vous évoquez la question de la monnaie tout à l'heure. Oui. Mais elle est au cœur. La monnaie est la première pierre de la construction économique. Mais dans la mesure où vous n'avez pas cet instrument capital de conduite de la politique économique, de mise en mouvement des forces productives, à travers, alors lorsqu'on parle du keynésianisme, le keynésianisme c'est quoi? C'est tout simplement une technologie économique qui consiste à, comment on va le dire, dans le cadre d'un pays qui a les leviers de la conduite de l'économie, eh bien, de mettre en œuvre les deux instruments qui sont d'un côté la monnaie et de l'autre le taux d'intérêt en tant qu'instrument, n'est-ce pas, de calibrage, n'est-ce pas, de l'accès au crédit par les acteurs économiques. Donc, si nous n'avons pas cet instrument entre nos mains, qu'est-ce que nous pouvons faire? Parce que si nous avions, par exemple, moi je vous prends donc cet exemple, Oui. partons donc sur l'hypothèse, sur le scénario où on a donc, comment on va dire ça, un instrument monétaire qui est piloté par à la fois nos autorités politiques et nos autorités économiques. Donc le gouvernement et la banque centrale, en particulier la banque centrale, qui doit être indépendante en la matière. Eh bien, c'est un débat que vous non, lancez. non, c'est important de le dire. La banque centrale qui n'appartient pas Mais c'est parce que précisément nous ne sommes pas affranchis, vous comprenez cela. Un pays qui n'est pas en situation d'affranchi ne peut pas s'en sortir. Et c'est tout le débat que vous vouliez même soulever tout à l'heure lorsque vous parliez de l'Afrique de l'Ouest. Effectivement, vous n'aviez pas tort. Parce que les Français, effectivement, ont sorti, ils ont sorti comme dans un mouchoir de poche, l'affaire de l'écho, pour apaiser un petit peu nos concitoyens d'Afrique de l'Ouest, pour leur dire, voilà, on va quand même faire quelques réformettes sur le franc CFA, chez vous ici, mais vous observez avec moi qu'ici en Afrique centrale, nous sommes l'objet d'un mépris total. Parce que même ces réformettes-là, il n'en est même pas question. Donc, pour être sérieux... Pourquoi ce mépris vis-à-vis de l'Afrique centrale? Mais le mépris, aux différents des... Mais le mépris est justifié tout simplement par une chose. Laquelle? C'est simple. Le mépris, c'est le défaut de leadership puissant. Le défaut de leadership puissant. Parce que quand vous avez affaire à un leadership qui est puissant, vous avez peur de ce leadership et vous êtes amené à... Docteur Olivier Billet, est-ce que ce leadership que vous dites affranchi ou alors puissant, mais on a l'impression, regardez l'exemple ivoirien, les accointances qui sont celles du leadership ivoirien avec la haute finance, Banque mondiale, FMI, autres, qui font penser que ce leadership-là est plus soumis à cette économie internationale que... L'exemple, c'est pas en Côte d'Ivoire, mais le mépris dont vous parlez s'exprime plus du côté de l'Afrique centrale. Vous avez bien vu la complicité qu'il y avait entre Alassane Ouattara et Emmanuel Macron. Vous avez bien vu qu'au sommet je crois que c'était un sommet de la CEDEAO qui devait se tenir à Lagos, Ouattara a fait le garçon de course. Passez-moi l'expression, c'est pas très diplomatique. Voilà, le diplomate m'excusera. Mais vous savez, à un moment donné, nous les Africains, à force d'être gentils, à force d'être toujours souriants, on nous méprise de manière considérable. Ces gens-là n'ont absolument aucun respect pour nous. Vous avez vu, Ouattara a été effectivement traité de cette manière-là. C'est lui qui allait bloquer le processus qui était engagé sur l'éco. Faire du lobbying pour l'éco vis-à-vis du Nigeria. Pour maintenir les avantages français sur la superstructure monétaire. Et vous voyez bien que Ouattara, évidemment, il a ses connexions au FMI, c'est vrai, au sein des grandes institutions de financement multilatérales, mais il a aussi de très bons rapports avec le chef d'État français. Peut-être que ça lui vaut peut-être d'avoir pu à un moment donné avoir l'économie de Côte d'Ivoire à 9% avec effectivement beaucoup de capitaux injectés pour des grands travaux d'infrastructures, etc. Mais il reste quand même que il a quand même, je dirais, sacrifié le destin de sa communauté. Aujourd'hui, je crois qu'Hubert au télé vous a posé la question, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On ne sait pas. On ne sait pas si les réformettes qui ont été envisagées par la France vont être mises en œuvre ou pas. Donc, je reviens peut-être à quelque chose de plus important et plus essentiel pour moi, si vous me permettez, c'est de dire que nous avons besoin, dans nos pays, si nous voulons être sérieux, de mettre en œuvre des politiques keynésiennes de plein emploi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire très concrètement
eh bien, utiliser l'instrument qui s'appelle la monnaie, dont l'autre nom s'appelle le crédit, et notamment le crédit à la production ou le crédit à la consommation, qui alloué de manière plus, je dirais, plus démocratique, de manière plus facilitée à nos acteurs productifs, de permettre que, eh bien, il y ait à l'intérieur de nos pays, pas seulement du Cameroun, à l'intérieur de nos États, qu'il se développe, si vous voulez, un processus vertueux d'accès à la capacité de production. En commençant même, pourquoi pas, par l'agriculture, par le secteur primaire. Soutenir de manière considérable comment on va dire, ce secteur de la production, s'acheminer progressivement vers l'agro-industrie, s'acheminer vers des systèmes de transformation progressive de nos matières premières et s'acheminer vers ce processus d'industrialisation que tout le monde a tendance à pouvoir acclamer comme si il suffisait de claquer des doigts pour devenir un État industriel. L'industrialisation était un processus progressif qui doit commencer d'abord par une capacité progressive que vous donnez à des acteurs qui commencent petits, qui grandissent et qui deviennent des industriels plus tard. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, pour le faire, il n'y a qu'un seul moyen. Oui. La théorie économique vous dit que c'est par le biais de la monnaie. C'est par le biais du crédit à la production. C'est par lui qu'on arrive à... Docteur, très rapidement, en une parenthèse, oui. Juste par le biais de sa monnaie ou par le biais de la monnaie de l'autre? Par le biais de la monnaie indépendante et souveraine. Dans notre cas, nous avons constaté, nous les libérateurs qui sommes ici sur ce plateau, je parle au nom des libérateurs, nous avons constaté que la monnaie franc CFA est une monnaie d'appauvrissement et de servitude, comme l'a dit Joseph Tundian-Pouemi. Ce n'est pas une monnaie susceptible de nous mener vers l'industrialisation. Il faut que les Africains le comprennent de manière définitive. Et donc, il nous faut donc absolument accéder à un nouveau dispositif monétaire qui va permettre que nous mettions en mouvement nos forces productives, que nous mettions en mouvement nos acteurs qui sont capables de produire des jus d'ananas, des meubles, comment on va dire cela, toutes sortes de biens, de toute nature. Oui. Et que nous développions par la même occasion nos capacités d'exportation. Parce que c'est ces mêmes capacités d'exportation qui vont permettre à cette monnaie, évidemment, d'avoir également une certaine valeur à l'international. Merci, voilà. docteur. Donc, et je terminerai, si vous le permettez, par un dernier petit point. Rapidement. Parce que si je n'évoque pas ce point, et parce que c'est cette monnaie qui nous amène et précisément à la finance du Berotélé. Oui. Lorsque vous avez mis en mouvement la monnaie et que Tundian-Pouemi vous dit que vous avez atteint ce qu'il appelle la limite des possibilités maximales de production, ou ce que Keynes appelle la limite, le plein emploi, quand vous avez atteint le niveau de plein emploi, c'est à ce moment-là que les éléments, que l'épargne qui relève la finance entre en ligne de compte pour actionner donc la réalisation de nouveaux chantiers d'infrastructures qui eux-mêmes vont permettre de déplacer cette limite des possibilités maximales vers des niveaux plus élevés. Merci, docteur Olivier Billet, pour ce cours. C'est pas une théorie économique, mais qu'est-ce que vous voulez? Ce cours de finance et d'économie en plein débat. Alors, docteur Badjek, je me tourne vers vous. Le président Paul Biya, prenant la parole et s'exprimant au nom de la CEMAC, a souhaité une nouvelle aide, encore. Une nouvelle aide, 100 milliards de dollars ainsi envisagés par le chef de l'État camerounais. Et là, on se pose la question, tout le monde sur ce plateau est unanime en termes de relations internationales, c'est celui qui donne, qui a la hauteur par rapport à celui qui reçoit. N'est-ce pas là un autre cap encore un peu plus dangereux pour la sous-région? Non, je pense qu'il y a une analyse vertueuse de ces demandes qui sont faites. Et puis là, il ne parle pas du cas du Cameroun. Oui. Il parle du cas de la sous-région. Et c'est justement un avocat de cette sous-région qu'il peut estimer cette demande. Sachez qu'au bout de son discours politique, il y a les scientifiques de la chose qui ont travaillé, il y a les ministres de l'économie qui ont travaillé dessus, il y a des experts qui ont travaillé. Oui. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que je ne sais pas pourquoi est-ce que l'on est surpris qu'aujourd'hui, la finance domine le politique. Et ça a été toujours comme ça. Aux États-Unis,
pour qu'un président soit élu, eh bien, il faudrait qu'il y ait de puissants lobbies financiers au-dessus. Je parle des États-Unis, je parle de tout l'Occident même en général. Les finances aujourd'hui font l'appui et le beau temps, n'est-ce pas, du monde politique. Donc, il faut savoir jouer avec. Et puis, il faudrait également savoir que le monde des relations internationales, l'économie internationale, eh bien, ce monde est géré par des règles. Oui. Et ce ne sont pas les discussions des hommes de la rue, n'est-ce pas, qui vont changer les grandes directions de ce monde qui est hautement hiérarchisé, n'est-ce pas, et chacun connaît sa place. Au moment où nous parlons aujourd'hui, je voudrais bien que par un coup de baguette magique, qu'on puisse avoir des financements associés à cela, en pleine pandémie, au Covid-19, ou alors en pleine guerre contre les irrédentismes et puis le terrorisme qui sévit au Cameroun. Oui. Je pense qu'il y a une situation aujourd'hui d'urgence. Et c'est face à cette situation d'urgence qu'il faille poser un certain nombre de marqueurs qui permettent la résilience de ces pays. Et comparaison n'est pas raison. Lorsqu'on compare aujourd'hui la CEMAC et la CEDEAO, déjà, c'est pas comparable, parce qu'il s'agit d'une sous-région dans une sous-région, oui. Et la CEMAC, elle est bien constituée, la CEDEAO, elle est bien constituée de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. La CEMAC, c'est quelques pays qui sont unis, n'est-ce pas, par un marqueur monétaire. Voyez-vous, c'est pas les mêmes. Alors, lorsque vous allez comparer les pays, vous allez voir un peu la masse que représentent ces pays et ce qu'ils pèsent sur le plan de l'économie. Moi, je ne pense pas qu'on puisse faire ces comparaisons. Alors, ici, nous avons des pays de la CEMAC qui sont tirés par la locomotive camerounaise. Je pense qu'il faudrait parer au plus pressé. Moi, je fais une analyse globale de la situation. Oui. Je ne vais pas rentrer dans les débats des spécialistes en économie. Mais ce que je voudrais dire, que face à une situation qui est celle qui prévaut aujourd'hui, avec un tarissement des financements et autre chose, moi, je pense qu'il faut faire quelque chose. Tout le monde sait, ce n'est de secret pour personne, que tant qu'on ne quittera pas de cette phase d'économie rentière, on n'ira nulle part. Alors, au Cameroun, par exemple, oui, moi je voudrais bien dire quand même qu'il y a eu une avancée vertueuse dans l'énergie, l'autonomisation de l'énergie, même si le transport a été un élément qui n'a pas été pensé. Je veux dire que cette énergie est peut-être le début d'une industrialisation. Quelqu'un a parlé ici de l'Europe de... La CK, 50. Oui, voilà, le charbon et l'acier. Mais le charbon, c'était quoi? C'était l'énergie. Est-ce que cette énergie, nous, aujourd'hui, on ne l'a pas, avec le gaz naturel? L'acier et le fer, on l'a également. Mais il faudrait penser comment faire un complexe industriel vertueux pour que ces éléments qui sont les déclencheurs d'une véritable industrialisation puissent être mis sur pied. Mais vous exploitez ce fer de Mbalam pour l'exporter comme tel, on n'ira nulle part. Je reste avec vous et vous-même, vous l'avez évoqué. Est-ce que la situation qui est celle de la CEMAC aujourd'hui, parce qu'il est clair, et tout le monde le connaît sur le plateau, que la finance prime désormais sur la politique, est-ce que la situation qui est celle de la CEMAC n'est pas liée à la non-capacité ou alors la non-compétence du leadership CEMAC à pouvoir s'approprier les canaux de la haute finance? Non, je pense que si jamais on projette la CEMAC avec l'image du Cameroun, on n'aura pas une réelle compréhension de la CEMAC. Le Cameroun est la locomotive. Je ne voudrais pas être condescendant. La locomotive, lorsque vous regardez les autres économies, elles sont pratiquement exsangues. Donc c'est vraiment une locomotive aujourd'hui, comprenez-vous? Et il y a quelque chose d'autre qui affaiblit, c'est le contexte d'insécurité sanitaire qui affaiblit. Et vous allez voir au niveau des chiffres macroéconomiques, vous allez voir ce qui s'est passé en 2019, ce qui s'est passé en 2020 et ce qui est passé. Docteur, n'est-ce pas en paravent trop vite sorti le contexte sanitaire? Lorsqu'on sait, pour parler tout simplement, on évoquait tout à l'heure l'intégration, que le passeport CEMAC est dans les petits tiroirs des leaders depuis 2016 et que jusqu'aujourd'hui, en 2021, il ne parvient toujours pas à être appliqué de façon effective. Alors que du côté de l'Afrique de l'Ouest, on circule, on va et vient à Abidjan, Accra, de façon plus organisée. Maintenant, la CEMAC, est-ce que le Covid n'est pas l'excuse facile que les leaders de la CEMAC? Moi, je suis un stratège.
Oui. Quand on a dit qu'il y a un problème de gouvernance, et quand on a dit qu'il y a un problème de ceci ou de cela, qu'est-ce qu'on fait face à la situation actuelle? Eh bien, il faut des fonds pour soigner les malades qui sont atteints du Covid. Il faut parer au plus pressé. Il faut parer au tarissement, n'est-ce pas, de la finance en général. Oui. Il faut parer à la déliquescence de l'économie de cette sous-région. Il y a des marqueurs macroéconomiques qui montrent à suffisance que les choses sont en train de descendre. Comment faire pour les stabiliser? Je crois que nous sommes dans l'objet de la thématique, n'est-ce pas, de ce sommet aujourd'hui. C'est de voir comment face, n'est-ce pas, à ces problèmes, à ces menaces qui sont réelles et qui sont patentes, on pourrait avoir un minimum de résilience pour rebondir par après. Nous sommes dans une situation déjà. Je ne voudrais pas dire que je m'oppose à ce qui a été dit par nos deux collègues économistes aujourd'hui. C'est pas ce que je dis. Ils ont fait des analyses qui sont brillantes. Mais moi, je pose la question en stratège. Qu'est-ce qu'on fait alors? On se lamente, on continue à se lamenter sur la vectorisation des chiffres d'affaires de ceci, de la balance commerciale de cela. Il faut bien faire quelque chose pour arrêter, n'est-ce pas, cette descente qui commence à devenir préoccupante. Merci, Dr Badjek. Alors, monsieur le ministre Ngolé, je me tourne tout de suite vers vous et beaucoup sur cette table pose le problème du leadership. On dit le leadership CEMAC, tiré par la locomotive Cameroun, un peu impuissant, ou alors dépassé. Le professeur Bilé parle d'un leadership fatigué. Selon vous, est-ce la réalité? Non, ce n'est pas une question de leadership fatigué. Bien sûr, il a utilisé le mot leadership fatigué, mais il faut bien comprendre la notion de leadership. C'est quel leadership donc il parle? Pour nous, comme je disais au début, vous savez, l'indépendance africaine a deux phases. Oui. D'abord la phase politique et la phase économique. Maintenant, les deux ne sont pas contradictoires d'ailleurs, ils sont complémentaires. Donc, pour l'Afrique indépendante ou l'Afrique souveraine, il fallait d'abord des États qui sont non seulement souverains, qui sont indépendants, mais les États qui ont besoin de se développer. Puisqu'ils n'étaient pas développés, ils étaient pauvres. Mais pour se développer, bien sûr, les États sont dirigés par les leaders, donc les leaders. Oui. Le leadership, donc, qu'on parle ici, en termes de point de vue de sciences politiques, c'est le leadership politique, puisque la phase politique vient d'abord et la phase économique suivent après. Professeur, bien sûr, tous les deux, ce n'est pas en situation de Covid. La grosse erreur qui se pose, tout simplement, que le leadership économique suive le leadership politique. Est-ce qu'il ne faudrait pas renverser ou inverser les valeurs? Les deux ne sont pas contradictoires, mais le leadership économique ne peut pas primer sur le leadership politique, puisque ça a commencé par le leadership politique, puisque on passe, la question c'est les États, n'est-ce pas? La souveraineté, c'est une notion politique. Oui. C'est-à-dire, pour avoir un leader, mais c'est un processus politique qui permet à ce qu'il y ait un leader. Donc le leader devient un acteur, un dirigeant politique. Maintenant, dans sa gestion, il doit tenir compte du fait qu'il y a une phase qui est très importante, la phase économique. Cette phase économique, bien sûr, c'est ça qui fait le développement de cet État. Et cette phase économique a besoin d'un instrument très clair, et donc M. Son va parler des finances. Oui. Maintenant, pour avoir ces finances, bien sûr, il y a des arguments techniques. Et donc, les experts ont bien, de manière brillante, ils nous ont parlé de ça tout à l'heure. Mais vous savez, quel que soit le cas, l'économie a toujours besoin d'un leadership. Mais quel leadership? Ce n'est pas un leadership économique, c'est un leadership politique. Mais ce leadership politique, c'est quoi? C'est pas un leadership politique qui est contradictoire ou bien en conflit avec des techniciens économiques ou financiers. On a pris trois qualificatifs. Oui. On a dit, Monsieur Bilé parle de leadership dépassé. Est-ce que le leadership actuel est dépassé par rapport au système actuel de la haute finance internationale? Non, c'est que je veux dire. Il n'est pas dépassé. Non, il n'est pas dépassé. Voici le problème de l'Afrique. En tant qu'enseignant de relations internationales, oui, allez-y. Le problème de l'Afrique, c'est que l'indépendance africaine a été
une indépendance dans un contexte très précaire et difficile. Oui. Il y avait des défis de toutes sortes. Donc pour les leaders donc, qui sont sortis, c'est-à-dire la première génération de leaders, les leaders africains, les leaders des États africains, il fallait faire face à ces défis. On a toujours fait face à ces défis. Et la phase de la construction politique de l'Afrique, avec les leaders que nous avons, est toujours là. Oui. Le docteur Bajek parlait tout à l'heure. Regardez dans beaucoup de pays, les États africains, il y a des problèmes de sécurité. C'est-à-dire, la construction politique, la phase politique est toujours là. Et cette phase politique pèse beaucoup sur l'aspect économique qui est essentiel, puisque les deux, j'ai dit, ne sont pas contradictoires. Ils sont liés. Vous ne pouvez pas avoir un sans avoir l'autre. Donc, mais vous ne pouvez pas faire un miracle économique sans qu'il y ait un leadership politique qui est bien assis. Donc, ce que je dis, les États africains doivent faire face et doivent être les États qui doivent arriver au niveau où ils sont assez forts, intégrés, unis et solidaires. Sinon, l'aspect économique et tout ce qu'il faut pour que l'économie soit utile, on aura toujours des problèmes. Donc c'est pour cela que, du point de vue politique, nous avons besoin de s'assurer que les États africains, du point de vue politique, sont des États forts, unis. C'est pour cela que nous luttons pour l'unité, puisque l'unité des États africains est essentielle. Sinon, vous aurez toujours des problèmes. Ce n'est pas parce que les leaders sont, je ne veux pas utiliser le mot fatigués ou bien dépassés, les leaders sont là, ils savent, ils sont conscients du fait que ces défis sont là. Mais il n'y a pas de magie. Vous pouvez avoir les meilleurs, les brillants experts comme M. Somba, comme le professeur, le docteur Olivier Billet, mais vous savez, tant que vous n'avez, je crois que c'est le docteur Nkrumah qui avait dit, d'abord, et ça fait presque 60 ans, il faut d'abord le royaume politique en Afrique et le reste suivra. Merci, monsieur le ministre. Alors, Hubert Essomba, les observateurs savent que l'urgence de cette réunion de Yaoundé était comment essayer de relancer les économies sous-régionales Afrique centrale en sortant du Covid-19. Mais on a observé au niveau d'autres États parfois mieux structurés que les nôtres, cette capacité des banques centrales. Vous avez parlé de la Fed aux États-Unis qui a tout de suite injecté de l'argent dans l'économie américaine pour permettre à celle-ci de redémarrer. Nous avons vu au niveau d'espace Schengen, l'Union européenne qui a injecté, mais au niveau de la CEMAC, on en est encore resté à des solutions nationales. On n'a pas vu une prise de position sous-régionale sur une pandémie qui frappait toutes les économies de la sous-région. Est-ce dû à la faiblesse de la puissance financière de la sous-région, ou alors c'est une fois de plus encore les individualismes et les particularités qui ont primé? Bon, moi je vais encore rester sur pour répondre de manière précise sur le discours d'ouverture du président de la République, et lui-même dans son discours donne les solutions. Il donne les solutions dans son discours qu'il faudrait maintenant regarder de plus près pour voir l'implémentation. D'autres diront que c'est quelque chose qu'on a déjà entendu, on a souvent entendu un certain nombre de choses, mais il faut le redire, il faut le revoir. Le problème c'est la liquidité. La liquidité. Comment vous faites pour avoir la liquidité? Oui. Alors, comment vous faites pour avoir la liquidité? Je reprends le discours que j'ai là sous mes yeux, d'ouverture, où il dit « Il faut accélérer le rythme de mise en œuvre des réformes structurelles ». Je vous prends quelques instruments ici localement dans notre pays. Vous avez une entreprise qui s'appelle la Société nationale d'investissement, qui devait être un fonds d'investissement, qui avait encore il y a quelques années 32 entreprises dans son portefeuille qui étaient rentables, il n'y en a plus que 8. Oui. Avec une gestion très très prudente, donc qui n'est pas dynamique par rapport à la rapidité aujourd'hui de l'économie et les flux financiers dans le monde entier. Donc, il faut pouvoir mettre en place également, à mon avis, une entreprise. Ça fait un bon moment qu'on a créé sur le papier la Caisse des dépôts et consignations. Oui. La Caisse des dépôts et consignations doit pouvoir
fonctionner effectivement, parce qu'elle va pouvoir lever des fonds. Elle est calquée sur la Caisse des dépôts et consignations de la France. La Caisse des dépôts et consignations de la France, c'est elle qui finance par exemple l'habitat social en prenant le livret A. Alors, vous avez des véhicules spéciaux qu'il faut mettre en place au niveau de la transformation structurelle. Le président de la République parle non seulement de la transformation structurelle, il parle d'amélioration du climat des affaires. Oui. Améliorer le climat des affaires. Il faut améliorer le climat des affaires. Nous avons été pendant plusieurs années numéro 1 de la corruption mondiale, classé par Transparency International. Nous faisons face à énormément de détournements. Nous faisons face à la non-maturité d'un certain nombre de projets industriels et infrastructurels que nous avons, qui font en sorte que quand vous regardez le budget de l'État du Cameroun aujourd'hui, le montant du remboursement, le remboursement de la dette est énorme. Nous remboursons la dette sur un certain nombre d'entreprises, ce qu'on appelle les éléphants blancs, qui n'ont pas vu le jour. Vous avez également une justice qui est lente. Vous avez une justice qui est très lente. Et il faut une sécurité judiciaire. Il faut que les investisseurs se sentent en sécurité. Il ne faut pas qu'on se retrouve dans des conflits systématiques, comme nous avons vu au port autonome de Douala, comme nous avons vu sur certains nombre de choses. Monsieur Hubert, le discours qui est celui du président Biya pourrait facilement s'inscrire dans l'environnement qui est celui du Cameroun, là où on parle de justice, là où on parle d'améliorer le climat des affaires. Mais est-ce que la réflexion du leadership camerounais n'intègre pas la sous-région en pensant à une harmonisation des lois sous-régionales? Parce qu'ailleurs, ces procédures existent, notamment sur l'espace Schengen, qui parfois sert de modèle en termes de macro-structure économique. Mais alors, vous venez de dire l'harmonisation. Il y a le WADA. C'est une organisation de l'harmonisation des droits des affaires. Donc, il y a aujourd'hui des politiques d'harmonisation qui existent, mais nous avons souvent le manque de discipline de pouvoir travailler ensemble. Oui. De pouvoir travailler ensemble. Parce que aujourd'hui, si vous voulez lever la dette sur les marchés internationaux, compte tenu de la faiblesse de nos économies, il vaut mieux que les États africains puissent avoir, par exemple, accès à un marché de la dette de manière groupée. Parce qu'il n'est pas possible que en Afrique de l'Ouest, que par exemple sur les eurobonds, je reviens là-dessus, oui, que l'Afrique de l'Ouest ait pu avoir des eurobonds à des taux largement inférieurs aux nôtres, et qu'avant que nous ne financions cet eurobond, le Bénin, même le Bénin, a levé le eurobond à des taux de 5%. À des taux de 5%. Donc, vous avez des politiques communes qu'il faut mettre en place, et quand je vous entends parler de manière très gauloise, de la locomotive du Cameroun, du leadership. Mais si vous avez une locomotive qui n'a que 2 wagons, je ne sais pas ce que vous tirez. Vous comprenez? Monsieur le ministre a évacué ce déficit qui semblait exister en termes de leadership camerounais et en termes de locomotive. Monsieur Stéphane Bara, quand vous avez, dans le discours du président de la République, il a parlé de la dette. Oui. L'endettement. Vous analysez aujourd'hui l'endettement de la zone CEMAC de manière globale. Oui. Vous ne l'analysez pas seulement de manière particulière au Cameroun, mais maintenant si on va regarder les particularismes, le Cameroun est relativement moins endetté que certains pays de la CEMAC, notamment. Oui. Sur le marché monétaire de la BEAC, le dernier pays qui est parti, par exemple, qui a levé des fonds, c'est le Congo. Le Congo a levé, je pense, c'était 1000 milliards de francs, si mes souvenirs sont bons, et il ne restait pas suffisamment d'argent. La BEAC, par exemple, continue obligé, a maintenu que les réserves bancaires soient, par exemple, de 7%. Oui. Donc, il faut absolument que nous retrouvions un patriotisme économique et financier dans nos pays. Ce patriotisme-là voudrait que nous ayons une démarche financière concertée, une démarche financière avec les atouts que nous avons pour pouvoir aller. Je vous dis une fois de plus qu'il faut de la ressource. Le problème aujourd'hui, c'est la liquidité. Lorsque mon ami le docteur Billet parlait, j'ai voulu faire pas l'interrompre parce que c'est pas dans mes habitudes d'interrompre, mais la banque centrale ne crée pas de la monnaie. Elle crée ce qu'on appelle une monnaie centrale. La monnaie centrale, la banque centrale. Parce qu'elle va prêter l'argent, aux banques commerciales. Ce sont les banques commerciales qui vont créer l'argent. Mais l'argent, quand elle va prêter l'argent aux banques commerciales, il faudrait que le taux d'intérêt soit un taux d'intérêt attractif pour que les banques commerciales, elles aussi, elles puissent donc maintenant derrière prêter de l'argent. Vous comprenez? Oui. Or, il se trouve que nous avons des taux usuraires ici chez nous. Quand vous allez dans une banque, allez dans une banque. Le moindre
petit taux, c'est 12%. Quand vous y ajoutez la TVA, vous êtes pratiquement à 20%. Donc, vous avez là, il faut que vous ayez une activité qui a un rendement. C'est-à-dire que ce qu'on appelle en finance un EBITDA, l'exemple d'exploitation, qui soit supérieur à 20%. Oui. Supérieur à 20%. C'est pas le cas. Donc, il y a un certain nombre de mesures patriotiques qu'il faut prendre. J'ai suivi le discours public. Il faut maintenant que des spécialistes, et je suis d'accord que il y a eu le conseil des ministres des ministres des Finances qui a eu le 10 août à Douala. Donc, je pense qu'ils ont planché sur ces problèmes-là avant que le président ne fasse son discours. Et que le discours du président, moi, je le regarde, je le lis en tant qu'expert financier. Il a toutes les orientations qu'il faut, le climat des affaires qu'il faut avaméliorer, l'endettement qu'il faut voir, que ce soit une dette productive. Il faut retrouver les équilibres macroéconomiques. Nous avons un taux d'inflation qui est relativement élevé par rapport aux présidents. Nous avons un déficit budgétaire qu'il va falloir financer. Oui. On va financer ces déficits budgétaires avec quoi? Mais derrière ça, et je vous le dis, quand le président parle également de la gouvernance, je reviens sur un fait, c'est que vous ne pouvez pas avoir le train de vie que l'État a actuellement. Vous ne pouvez pas permettre que, par exemple, et vraiment, ce n'est pas faire du populisme de dire que chaque année, le Sénat va commander pour 4-5 milliards de véhicules, que l'Assemblée nationale va faire pareil, alors que vous avez d'autres priorités, vous avez d'autres urgences. Vous ne pouvez pas ignorer que le 20 mai, ça fait 2 années successivement que ça a été, qu'il n'y a pas eu le 20 mai, à cause du Covid. Mais regardez le budget prévu pour quand même un certain nombre de festivités. Donc, quand vous prenez par exemple le document que le ministre des Finances, dans son rôle, qui est l'argentier de l'État, a publié sur l'exécution des fonds Covid, vous regardez l'exécution, vous allez voir que, au lieu de soigner des gens, dans certains ministères, on a financé des conférences, on a financé des agapes, on a financé d'autres choses. Donc, vous devez regarder scrupuleusement votre charge, l'utilisation de vos ressources. Alors, si l'on vous comprend bien, monsieur Otélé et Somba, est-ce que ces exemples, ou alors cette particularité, ces généralismes camerounais peuvent s'appliquer à la sous-région? C'est-à-dire, est-ce que les manquements qui sont observés en termes de gestion, en termes de qualité de la dépense publique, qui sont observés au Cameroun, s'appliquent à l'ensemble de la sous-région, et ce qui justifie un peu la sortie du leader de la sous-région, Paul Biya? Je ne sais pas, vous parlez de leader chaque fois, c'est pas ça le problème. Moi, je regarde, qu'est-ce qui s'est passé? Le président de la République est présent en exercice. Il est dans son rôle. Au plan économique, le Cameroun est le pays le plus important, qui a le poids le plus important de la région CEMAC. Oui. Tout en relativisant par rapport au poids de l'Afrique en général et au poids mondial. Donc, il doit dire les choses telles qu'elles se passent. Il y a eu les partenaires multilatéraux qui ont assisté. Il y a eu, c'est le président je pense, Sassou Nguesso, qui était chargé de faire un rapport sur la performance économique, etc. Donc, à partir de cet instant, le président de la République doit tirer un certain nombre de conséquences, dire ce qu'il faut faire, et que dans la sous-région, que les particularismes et les généralismes dont vous parlez du Cameroun, quelqu'un l'avait dit, et je pense que c'est le même dont j'ai parlé précédemment, que le Cameroun est le Cameroun. Le Cameroun doit rester le Cameroun, mais simplement, ça ne doit pas faire tache d'huile les particularismes de chez nous dans la sous-région. Parce qu'après, quand vous regardez par exemple la crise des subprimes de 2008, vous avez ce qu'on appelle les banques qui peuvent entraîner un effet systémique. C'est-à-dire que si vous avez par exemple le système bancaire camerounais qui va s'effondrer, tout le système de la sous-région va s'effondrer. Parce que les principales banques commerciales sont au Cameroun, ce sont les banques camerounaises. Donc, ces banques-là doivent être suivies, elles doivent appliquer un certain nombre d'instruments, notamment les conventions de BAL 3, BAL 4, sur les capitaux propres des banques, sur un certain nombre d'instruments, des ratios qu'ils doivent absolument respecter. Donc, il faut que quelqu'un le rappelle. Quels que soient les particularismes de notre pays, quels sont les généralismes de notre pays, il faut le rappeler pour qu'il y ait une convergence, parce que de toute façon, il va y avoir à un moment donné l'évaluation des critères de convergence dans notre sous-région. Merci, monsieur Otélé. Alors, messieurs, le communiqué final tant attendu par nous et par de nombreux téléspectateurs qui réagissent sur nos plateformes est enfin parvenu en notre possession. Nous allons faire œuvre utile de le restituer en intégralité et nous permettrons à nos analystes et panélistes du soir de pouvoir réagir et se prononcer
sur les grandes résolutions qui débouchent de ce communiqué final. Alors, le président en exercice, par la bouche du ministre de l'économie, dit ceci: Monsieur le Président, chers frères, Monsieur le Premier ministre du Congo, distingués invités, mesdames et messieurs, permettez-moi d'abord de me féliciter à juste titre des échanges denses et fructueux que nous venons d'avoir au cours de ce sommet. Je tiens aussi à remercier particulièrement nos partenaires au développement, notamment Madame la directrice générale du Fonds monétaire international, Monsieur le Président de la Banque mondiale, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, ainsi que Monsieur le représentant du ministre français de l'économie et des finances. Leurs précieuses contributions et leurs conseils avisés ont ajouté de la valeur à nos travaux. Comme nous le savons tous, le contexte mondial actuel est inédit. Nos économies sont certes profondément affectées, mais elles résistent tout de même. Ces résultats découlent en grande partie de la mise en œuvre des mesures préconisées par le PREF-CEMAC, ainsi que de nos plans de riposte contre la pandémie du Covid. Il convient tout de même d'engager de nouvelles mesures structurelles dans le cadre des programmes de réforme de seconde génération. Mais avant toute autre chose, je voudrais réaffirmer l'attachement indéfectible de notre communauté et de nos peuples aux idéaux de paix, de stabilité et de sécurité. Nos efforts relatifs vont se poursuivre en s'intensifiant afin de garantir de meilleures conditions pour un développement durable de nos pays en quête de prospérité. Pour notre relance économique, nous allons miser sur une croissance forte, durable et inclusive, en mettant au centre de nos préoccupations le bien-être de nos concitoyens, ce qui passe par leur meilleur accès aux services sociaux de base, notamment à ceux de santé, d'éducation, de protection sociale, des plus vulnérables, etc. Nous poursuivons. C'est dans ce sens que nous avons salué les initiatives des partenaires au développement, en l'occurrence la récente décision du FMI au sujet des droits de tirage spéciaux dont j'ai parlé dans mon propos d'ouverture. S'agissant de nos finances publiques, les actions de consolidation devraient tirer le meilleur profit des opportunités qu'offre la transformation digitale. L'enjeu est celui d'une mobilisation optimale des recettes fiscales non pétrolières pour rendre nos économies moins dépendantes des matières premières. Pour ce qui est de notre politique monétaire, la reconstitution pérenne de notre position extérieure devrait continuer avec plus de détermination. Une démarche qui nécessite la diversification de nos exportations et une meilleure intégration des chaînes de valeur. Il nous faudra également veiller à la stabilité de notre système financier. Notre place boursière sous-régionale doit monter en puissance pour mobiliser suffisamment l'épargne et financer l'entreprise. Il peut aussi s'avérer utile de revoir avec le soutien des partenaires techniques et financiers l'ensemble des dispositions contenues dans nos programmes de réforme économique et financière. Monsieur le Président et chers frères, Monsieur le Premier ministre du Congo, distingués invités, Mesdames, Messieurs, le monde dans lequel nous vivons devient de plus en plus incertain. De nouvelles sources de vulnérabilité ou de fragilité apparaissent à un rythme élevé. En témoignent les perturbations liées au changement climatique, l'apparition de formes diverses de conflictualité et la crise sanitaire actuelle. Pour y répondre, notre communauté devra puiser dans son expérience des crises antérieures, notamment la crise de 2016, et élaborer de nouveaux plans de riposte. Comme je l'ai dit précédemment, la solidarité constitue notre atout majeur. Dans le cadre de la riposte contre le Covid-19 en particulier, nous devons consolider les acquis déjà engrangés et renforcer la mobilisation en faveur des campagnes de vaccination en cours dans nos pays. C'est dans cet esprit que la relance post-Covid-19 conduira à la transformation structurelle de nos économies. Une relance que nous voulons à la fois verte, diversifiée, inclusive et plus résiliente. En d'autres termes, il nous faudra reconstruire en mieux pour le bien de nos concitoyens d'aujourd'hui et de demain. Cela, je pense, est à notre portée. Vive l'intégration sous-régionale, vive la solidarité internationale. Je vous remercie de votre aimable attention. Ces mots sont ceux de Paul Biya, président en exercice de la conférence des chefs d'État de la sous-région Afrique centrale.
son communiqué de conclusion par rapport à la réunion extraordinaire de Yaoundé. La parole est à vous, monsieur le ministre, pour nous dire ce que vous retenez de ces mots de conclusion du chef de l'État camerounais. Ce que je retiens de ces mots de notre chef de l'État, c'est que le chef de l'État a bien parlé du fait que il faut que l'Afrique, la sous-région de l'Afrique centrale soit attachée à la logique de la réforme. Donc, pour qu'on aille de l'avant, il faut que tout le monde pense, parce que la réforme est quelque chose d'indispensable. Oui. Mais il a aussi parlé de ce problème de la paix et de sécurité. On ne peut rien faire sans la paix et la sécurité. Et tout à l'heure, Michel Télé m'a parlé de ce qu'il a appelé le patriotisme économique. Je crois que dans tout ce que nous avons dit, et à travers le discours de clôture de notre chef de l'État, oui. Vous voyez là que tout doit passer par le patriotisme, non seulement économique qui est nécessaire, il faut le patriotisme économique, mais il faut aussi l'expertise technique dans tous les domaines et surtout le patriotisme politique, puisque sans le patriotisme politique, le patriotisme économique n'est rien. Donc le chef de l'État a raison de focaliser sur ces points-là, oui. Puisque nous avons besoin de tout ça pour que l'Afrique, la sous-région de l'Afrique centrale aille de l'avant. Merci, monsieur le ministre. Alors, docteur Badjek, la parole est à vous. Oui, je pense que le professeur a parfaitement analysé. Il ne s'agit pas de créer un espace régional. Il faudrait que les réformes structurelles puissent s'appliquer à chaque pays dans le contexte qui est le leur, et que cela soit orienté par rapport à une dynamique globale, en ce sens que il y a une évaluation systémique de tous les points faibles qui paraissent être aujourd'hui applicables à tous les pays, au rang desquels il y a l'insécurité, oui. Et il y a aussi ce problème sanitaire. Mais nous pensons que le problème se situe au sein des populations, n'est-ce pas, dont le bien-être doit être assuré. Donc à partir de ce moment, il y a une directive et les bailleurs de fonds sont là, puisque c'est eux en fait qui donnent leur argent. Puisque c'est des prêts qui sont consentis, il faudrait qu'on ait la capacité de les rembourser. À partir de ce moment, ils doivent veiller à ce que ces réformes structurelles soient effectuées au sein de chaque État. Et que comme ces États appartiennent à une région monétaire, eh bien, il ne faudrait pas qu'il y ait un dernier de la classe. Tout le monde devrait suivre cette mouvance. Et c'est ainsi que intervient la solidarité que le chef de l'État appelle de tous ses voeux. Alors moi, je pense que c'est une réunion d'urgence, c'est une réunion opérationnelle qui fait face à une situation actuelle. Je ne pense pas que c'est de là que l'on verra peut-être l'émergence ou alors la fabrication d'une monnaie sous-régionale. Mais ce qu'il y a, c'est que si jamais il n'y a pas cette solidarité, on sera extrêmement vulnérable. On ne pèse peut-être pas, mais le nombre déjà qu'on est peut être suffisamment significatif pour faire face aux enjeux et défis qui nous interpellent dans les 2 prochaines années. Parce que je pense que 2 ans, c'est très peu pour pouvoir sortir aujourd'hui de cette crise qui est quand même assez prégnante. Donc je crois comme ça que c'est un appel à la conscience, n'est-ce pas, et à la gouvernance de chaque État, pour que ce train qui est en train de bouger, n'est-ce pas, puisse au moins se débarrasser de certains marqueurs intrus qui sont en réalité des lestes et des pesanteurs pour au moins qu'est-ce qu'on va dire, au moins la survie de cette économie sous-régionale. Je pense que c'est comme ça qu'il faudrait voir les choses. Est-ce qu'on peut dire que il y a eu une mise en commun d'efforts? Moi, je pense qu'il n'y a pas d'individualisme dans ce que l'on veut faire. Les partenaires sont tous les mêmes et ils savent qu'en agissant sur un pays, par effet gigogne, on agit sur les autres.
Bon, bien entendu, il y a cette vectorisation dynamique que produit le Cameroun et que les autres suivent, mais il ne faudrait pas que les gens que certains restent derrière, comme on dit. Donc, je pense que ce sont des dispositions qui vont vers, n'est-ce pas, la restructuration, je veux dire la réforme structurelle des économies, et que celle-ci puisse faire face aux enjeux et défis qui interpellent dorénavant nos pays de la sous-région. Merci, docteur Badjek. Nous passons au docteur Olivier Billy. Bah, écoutez, que voulez-vous que je dise encore? Je crois que nous avons suivi le communiqué final. Vous êtes surpris? Du tout. Je crois que je le connaissais quasiment presque par cœur. Je ne suis pas surpris. Le discours, il était totalement attendu. Vous savez, il y a une expression en français que j'aime beaucoup. C'est une expression « poser un cautère sur une jambe de bois ». J'ai peur que nous nous passions nos années à poser des cautères sur des jambes de bois, en réalité. Ce que je pourrais dire, peut-être à titre de suggestion, oui, parce que en réalité, ça c'est la vision des acteurs actuels qui sont restés égaux à eux-mêmes. La suggestion fondamentale que je ferais vraiment à nous autres Africains, et notamment à nous Africains de la zone CEMAC, c'est peut-être que nous avons beaucoup, dans le cadre de ce sommet extraordinaire, abordé les questions économiques, financières, monétaires, etc. Oui. Parce que Otele Somba disait qu'il faut le cash, il faut l'argent, il faut la liquidité, n'est-ce pas? Bon, mais la liquidité entre les mains des prévaricateurs, ça nous a toujours amené vers Covid-Gate, Can-Gate, etc. Donc, moi, je ne crois pas que notre problème soit la liquidité. Je pense que, fondamentalement, nous avons besoin, dans cette zone, pour être affranchis, notamment des crises sécuritaires, qui sont quand même, je crois, une des choses les plus redoutables, c'est on a besoin vraiment d'un sommet, d'un véritable sommet extraordinaire sur les problèmes politiques. Le ministre Ngolé avait raison tout à l'heure de dire que la politique est au-dessus de tout. Elle prime sur tout. Donnez-vous d'abord le royaume de la politique et le reste vous sera donné par surcroît. J'ai envie de paraphraser, n'est-ce pas, les Écritures de cette manière-là. Oui. Il me semble que la plupart des problèmes qui minent en réalité notre zone CEMAC ont d'abord une dimension politique, avant d'avoir les autres dimensions qu'on peut imaginer, monétaires, économiques, financières, etc. Aussi longtemps qu'on n'aura pas eu un véritable, de manière extrêmement franche, un sommet de cette nature, nous ne serons pas sortis de l'auberge. En trois axes, rapidement, à quel niveau la zone CEMAC pêche en termes de politique? Nous avons des États plus ou moins stables, nous avons parfois des leaders qui ont déjà une certaine expérience du fait de leur longévité au sommet des institutions. Nous avons parfois aussi ce jeu d'équilibre qui permet à ce que si un voisin est en difficulté, le Cameroun, le président Paul Biya en l'occurrence joue évidemment son rôle vis-à-vis des soutiens multiformes aux pays frères, en Centrafrique, au Tchad. À quel niveau le leadership politique pourrait être un frein à l'expansion économique et de croissance de la zone CEMAC? Tout à fait. Tous ces États, tous nos États de la CEMAC, tous nos États de la CEMAC sont en situation de, je dirais, de crise et de pathologie démocratique. Tous nos États de la CEMAC, tous. Vous prenez, comment on va dire ça? Vous prenez la Centrafrique à côté. Oui. Vous voyez, conflit permanent, une partie du territoire est contrôlée par des rebelles. Pourquoi? Parce qu'on conteste la manière dont les élections sont menées. Vous prenez le Gabon, Jean Ping est toujours proclamé chef d'État de ce côté-là. Vous prenez le Tchad à côté. Prenez le Tchad, voilà Idriss Déby qui a été assassiné. Enfin, on ne sait même pas ce qui s'est passé véritablement dans ce pays. Mais en tout cas, il n'est plus là. Son fils s'est retrouvé au perchoir comme par hasard. C'est ce qui s'était déjà passé du côté du Gabon chez Omar Bongo. N'est-ce pas? Vous prenez la Guinée équatoriale à côté. Vous avez le chef d'État Obiangema qui est là depuis, je ne sais pas, une bonne quarantaine d'années. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Vous prenez tous nos États, le Cameroun bien évidemment. Qui a un leadership plutôt stable et le Cameroun stable, en tout cas vous avez la contestation qui ne manque pas. Vous avez des contestations au Cameroun qui sont également là sur les élections. Mais de manière plus fondamentale, et je sors là-dessus, oui. Le problème de la plupart de ces pays
auquel on peut associer évidemment d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, qui ressortent du giron francophone, c'est le dispositif institutionnel du parti État qui génère des situations de, j'ai envie de dire, de pouvoir ad vitam aeternam, quand il ne génère pas des situations de succession dynastique. Et vous ne pouvez pas, dans des États comme ceux-là, mettre en œuvre des politiques économiques, financières, tout ce que vous voulez, vertueuses. Vous ne pouvez pas avoir de gouvernance vertueuse, ce n'est pas possible. Ce sont des pays qui sont victimes de l'ordre néocolonial, et aussi longtemps que ces pays ne se seront pas affranchis de manière totale et radicale, eh bien, on continuera à amuser la galerie à longueur de... Merci docteur. Je me tourne vers vous, Hubert Télé Essomba, le président de la conférence des chefs d'État CEMAC s'est exprimé. Alors, première réaction. Ouais. Alors, moi, en écoutant le discours tout à l'heure, je me sens un peu plus confortable dans les résolutions qui ont été prises, mais sauf qu'il faut les implémenter. Il ne faut pas qu'on reste au niveau des discours. Ce sont des vœux pieux. La première chose que j'ai entendue, c'est un meilleur accès à la santé, à l'éducation, aux prestations sociales. Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est indispensable le plan financier au point de vue de la finance? Oui. La finance, c'est un métier. Il faut avoir de l'expertise pour cela, pour faire de la haute finance. Oui. Parce que les investisseurs, les épargnants, qui sont ceux qui mettent à disposition les liquidités, vont regarder quel est votre indice de développement humain. À l'indice de développement humain, le Cameroun est, je pense, dans les 160e au monde, sur 189 pays, je crois, classés. Ce qui veut dire qu'ils vont regarder cela. Est-ce que nous pouvons, si vous avez des employés dans votre entreprise, ils peuvent se soigner normalement? Est-ce que il y a une bonne éducation, un accès équitable à l'éducation, etc. La deuxième chose sur laquelle la deuxième chose que j'ai enregistrée, c'est l'amélioration des recettes fiscales. Oui. Il faut améliorer les recettes fiscales de notre pays. Et quand vous regardez les recettes fiscales, vous avez la division des grandes entreprises qui représente le plus grand nombre de recettes dans notre pays. Mais le secteur informel, qui pourtant participe au PIB de manière très importante, le secteur informel est complètement délaissé. Il faut ouvrir l'assiette fiscale. Mais pour ouvrir l'assiette fiscale, il y a un certain nombre de réformes structurelles qu'il faut faire. Il faut bien qu'on puisse localiser les gens. Ce n'est pas la localisation que les impôts nous demandent de faire sur un papier qui vous demande d'écrire là où vous vous trouvez et vous dites que vous êtes derrière le manguier de telle rue, etc. Donc, vous avez ça c'est une réforme structurelle. Et j'ai été très intéressé de voir qu'il faut diversifier nos économies, diversifier nos exportations, oui. Surtout industrialiser notre pays. Mais surtout, là où je suis vraiment intéressé et où j'ai dit que, Monsieur le Président de la République, il y a des leviers sur lesquels nous devons travailler. La bourse des valeurs, le président interpelle la bourse des valeurs pour une meilleure mobilisation de l'épargne des capitaux. Alors, cette bourse peut effectivement fonctionner. J'ai deux exemples. Dernièrement, vous avez une banque. Dernièrement, vous avez une banque locale, une microfinance, je ne cite pas son nom, mais je vais quand même le dire, la régionale, qui allait sur le marché financier pour lever des fonds, pour devenir une banque. Ils avaient besoin de 8 milliards, ils ont levé 2,8 milliards. Le groupe Alios vient également, il y a quelques semaines, de lever les fonds sur le marché des capitaux. Moi, je demande que les entreprises publiques aillent sur la bourse des valeurs. Mais pour qu'elles aillent sur le bourse des valeurs, il faut nettoyer leur gestion, nettoyer leur endettement, qui plombe également l'économie camerounaise, qui plombe les engagements de l'État vis-à-vis de l'extérieur. Une fois qu'elles seront allées là-bas, peut-être que les gens vont sortir, pour utiliser une expression triviale dans notre pays, du maquis pour pouvoir amener l'argent détourné par-ci par-là, pour le réinvestir. Pour le rester dans l'économie, ça va nécessiter qu'il y ait des mesures judiciaires à prendre, peut-être des mesures comme on a fait en France à un moment donné sur le financement des partis politiques, avec des amnisties qui sont données pour dire l'argent. Donc, je suis confortable là-dedans, mais je dis qu'il faut que ce soit implémenté. Et que pour cela, Monsieur le Président de la République, vous avez besoin des experts qui vous disent la vérité, pas de ceux qui vont faire de la flagornerie. Merci, Monsieur Hubert Otélé Essomba. Merci à vous, cher docteur Olivier Billet, docteur Badjek, professeur Elvis Ngolé. Hubert Essomba, nous avons dit merci. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis lors de ce plateau spécial dédié exclusivement au sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEMAC. C'était à Yaoundé, le président de la République s'est exprimé, il a conclu. Mesdames et messieurs, restez fidèles au programme d'Info Télévision qui se poursuivent avec le 20h présenté par Théophile Vianney-Billa et Hermine Elouga.
Bien le bonsoir. Info Télévision.